Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est notre reportage en Suède et notamment ces cours d'art ménager qu'il y a dans les écoles là-bas, cours qui ont lieu tout au long de la scolarité, qui sont vraiment réguliers. Donc, c'est une grande pièce avec des lave-linges, des cuisines, et on a vu des jeunes jadots en capuche, en sweat parfois, à qui on explique comment nettoyer une cuisine, comment faire une lessive, tout en leur donnant à l'oral des instructions, des chiffres, des stats sur les violences faites aux femmes, etc. Et de voir ces gamins à qui on explique comment méthodiquement nettoyer un lavabo de cuisine, j'ai trouvé que c'était vraiment très politique. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont 2 journalistes et pères qui se targuaient d'être investis et ultra impliqués dans leur paternité. Des nouveaux papas modèles qu'on encense et qu'on félicite, jusqu'à ce qu'ils se confrontent aux statistiques. Les femmes gèrent encore 71% des activités parentales et 64% des tâches domestiques. Stéphane et Guillaume ont alors décidé de mener l'enquête pour expliquer cette inertie du partage de la charge mentale dans le couple hétéroparental. Dans une BD explicite et très documentée, ils nous racontent cette quête de vérité dans les méandres et les rouages tenaces du patriarcat, et finalement une introspection minutieuse de leurs propres biais, pour faire le constat non pas de l'exploit accompli par les pères d'aujourd'hui, mais du chemin qu'il reste à parcourir pour les pères de demain. Alors comment devenir un père égalitaire qui prend vraiment sa part à 50-50, voire plus? Voici ce que j'avais envie de leur demander aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane, bonjour Guillaume. Bonjour. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Stéphane d'être là après cette nuit américaine à France Inter. De rien. Un petit contexte, on est au matin de l'élection, la réélection a priori de Donald Trump. Voilà, petit méga gueule de bois, on peut le dire. Double gueule de bois. Exactement. D'abord, l'arnaque des nouveaux pères, c'est le titre de cette BD qui m'a tout de suite donné envie de la demander. Publiée aux éditions Glénat, elle a le mérite de régler son compte au papa modèle. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? On leur reproche de ne pas être à la hauteur de l'image publique qu'on donne d'eux, c'est-à-dire que publiquement on raconte qu'ils sont aujourd'hui presque à l'égal des mères, qu'ils sont autant investis, qu'ils ont vraiment changé fondamentalement depuis 20-30 ans. Et puis on leur reproche aussi de pas s'en rendre compte forcément, de pas faire le chemin qui reste pour accomplir cette égalité, pour en tout cas se rapprocher du 50-50, de continuer un peu à se bercer d'illusions. Quand on dit qu'on leur reproche, on se les reprochait aussi dans la BD, je pense qu'on va en parler, mais voilà, c'est le chemin qu'on raconte dans la BD, c'est le nôtre et c'est celui de pas mal d'autres pères de 2024. Moi, je leur reproche qu'une seule chose, c'est de se raconter une histoire, c'est-à-dire de se voir et de se dire plus beaux qu'ils ne le sont. C'est le seul truc que je peux leur reprocher. Après, pour moi, l'objectif de 50-50 n'en est pas forcément un. Chaque couple a ses ressorts, chaque parent peut avoir sa spécialisation, il peut y avoir des différentiels d'activité fortes entre un parent qui travaille et pas l'autre, etc., etc. Le but du jeu, je pense, c'est que personne ne soit lésé dans un couple hétérosexuel qui a un projet parental et que donc les choses soient dites et qu'elles ne soient pas cachées. Sinon, il y a une arnaque et c'est pour ça qu'on a fait cette BD. Et puis, au bout du compte, il y a peut-être aussi le fait de vouloir éviter peut-être des séparations avec des femmes en colère qui finissent par jeter l'éponge. Wow, ça, chacun fait comme il peut, comme il veut. Vous n'avez pas encore la statistique. Non, mais... non, on n'est pas là pour que les couples se portent bien, mais je veux dire, on est journaliste. Un peu quand même. Ouais, je sais pas, non, j'en sais rien, je sais pas. Moi, j'ai fait cette BD essentiellement parce qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui me disaient qu'elles en pouvaient plus, qu'elles étaient un peu en burn-out parental, enfin maternel plutôt. Ça m'a beaucoup interpellé. L'idée de la BD, c'était pas de sauver leur couple, c'était vraiment de faire écho aux témoignages de ces femmes parce que je les trouvais forts et puis de secouer un peu les autres mecs comme on a pu être secoués nous-mêmes en faisant cette BD parce que voilà, il y a un peu des œillères, il y a des choses dont on se rend pas forcément compte et il est un peu temps en 2024 de s'ouvrir les yeux. Alors justement, c'est donc une démarche tout à fait authentique de vous en tant que père et en tant que journaliste, je le reprécise. Comment ça a démarré
entre vous deux. Qu'est-ce qui a fait naître ce projet qui est vraiment à mi-chemin entre votre vie pro et votre vie perso ? Alors donc nous deux, on avait écrit un premier projet, une BD sur les contraceptés, la contraception masculine. Donc voilà, on était tous les deux très intéressés par toutes ces questions liées à l'égalité femmes-hommes, à MeToo, à tout ce qui se passe dans le sillon et dans les conséquences de MeToo. Et comme on était tous les deux jeunes papas, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un autre tabou? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs où on se raconte un peu une histoire, où on fait semblant de ne pas voir qu'il y a un éléphant dans la pièce? Et on est assez vite tombé sur cette histoire de jeunes papas qui, parce qu'ils changent un peu plus de couches que leur propre père, ou donnent un peu plus le biberon, ont l'impression de faire 50-50 alors qu'on en est très loin. Donc on s'est assez vite lancé sur ce ressenti, et les chiffres et les témoignages qu'évoquait Guillaume nous ont vite montré qu'on était plutôt sur le bon chemin. Moi, j'ai une fille de 5 ans et la discussion que je peux avoir dans mon couple sur qui gère quoi, comment on fait, est-ce que chacun en fait assez, et notamment est-ce que moi j'en fais assez, c'est un peu une discussion quotidienne. Élever ma fille, s'occuper d'elle et gérer toutes les tâches un peu désagréables au-delà d'essayer de la faire rigoler, c'est des choses que j'ai pu un peu apprendre ces 5 dernières années, notamment parce que ma nana m'a mis à juste titre quelques coups de fouet, donc c'était vraiment une préoccupation quotidienne. J'ai plein de jeunes pères autour de moi à qui ça arrivait aussi, de jeunes mères du coup aussi à qui ça arrivait, et donc c'est vraiment quelque chose dans lequel on baignait. Et on sent bien là dans les retours qu'on a depuis l'apparition de la BD que c'est pas un sujet qui ne touche que nous, ça touche beaucoup de parents, c'est leur quotidien, ça méritait donc d'être traité, je crois. Justement, est-ce que vous vous êtes dit qu'il vous avait manqué quelque chose ? Est-ce que vous vous êtes dit, si on m'avait expliqué ça ou si on m'avait formé à ça à un moment plus propice, peut-être dès la grossesse, est-ce que vous avez trouvé que ça avait manqué, ça ? Moi, j'ai trouvé que quand je suis arrivé dans cette paternité, j'avais l'impression de ne pas être formé. J'avais été à tous les cours d'accouchement, j'avais lu 2-3 bouquins, mais je pense que comme énormément de parents, mères et pères, j'étais quand même un peu à la ramasse. Et je l'ai vu encore plus lorsqu'on a été à des cours de préparation pour les futurs papas. C'est des choses qui sont payantes, qui existent dans plusieurs villes de France, et je voyais le niveau de formation qu'on pouvait avoir, je voyais du coup les choses qui se développent depuis quelques années, et je me disais c'est formidable, et je pense que chaque parent, et notamment chaque père, pourrait en bénéficier, parce que ça permet d'être un peu plus à la hauteur sur le plan pratique, mais aussi sur le plan politique, parce que c'était des cours qui disaient au père non seulement voilà comment changer une couche, mais aussi tu vas devoir changer des couches, et c'est bien de changer des couches parce que tu es un parent et tu n'es pas un assistant. C'est les ateliers du futur papa de Gilles Vaquier de la Baume ? Oui, absolument. Moi, ça m'a beaucoup manqué, oui, cette absence quasi totale de transmission vers le garçon que j'étais. Ça m'a beaucoup manqué de jamais avoir, qu'on se tourne jamais vers moi pour me dire, voilà, comment on change bien une couche, comment se passe ce moment, etc., etc. Alors après, je veux pas me dédouaner de mes propres responsabilités, j'ai pas cherché à faire ces formations, etc. Je m'y suis pas intéressé plus que ça. Toute cette transmission qui ne dit pas son nom et qui se fait sans qu'on s'en rende compte. Qui se fait du côté des femmes, mais qui pas se fait du côté des femmes, dans le milieu patriarcal dans lequel j'ai grandi, bourgeois, conservateur. Je pense qu'on s'est tourné 2000 fois vers ma sœur pour lui dire voilà comment on s'occupe d'un enfant, et jamais vers moi. Et en fait, moi, ça, en tant que jeune père, je me rends compte maintenant que je m'intéresse à ces questions et que j'espère un peu changer, énormément manqué, quoi, vraiment. Alors, vous avez fait beaucoup de rencontres pour cette enquête. Je me demande bien combien de temps ça vous a pris, parce qu'il y a vraiment du monde, des voyages, des chercheurs, des sociologues, des coachs, des pères au foyer, des autrices, des philosophes. Donc, pour nourrir l'enquête, quelle rencontre vous a le plus marqué ou surpris, laquelle peut-être a provoqué un déclic et une vraie prise de conscience personnelle ? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est notre reportage en Suède, et notamment ces cours d'art ménager qu'il y a dans les écoles là-bas, cours qui ont lieu tout au long de la scolarité, qui sont vraiment réguliers. Donc c'est une grande pièce avec des lave-linges, des cuisines, et on a vu des jeunes jadots en capuche, en sweat parfois, à qui on explique comment nettoyer une cuisine, comment faire une lessive, tout en leur donnant à l'oral des instructions, des chiffres, des stats sur les violences faites aux femmes, etc. Et de voir ces gamins à qui on explique comment méthodiquement nettoyer un lavabo de cuisine, j'ai trouvé que c'était vraiment très politique, et que c'était un vrai changement mis en place, que derrière, évidemment, tous ces hommes ne pourraient pas dire « je ne sais pas comment on fait ». Ça a vraiment été une image très forte. C'est des cours mixtes auxquels vous avez assisté ? Ouais, c'est pour toute la classe qui passe en formation, comme si c'était un cours d'anglais.
De mon côté, j'ai déjà parlé des cours pour jeunes papas, donc je vais choisir autre chose. Je vais peut-être parler des groupes de parole pour pères violents auxquels on a participé avec Antoine Grimet qui a dessiné la BD. Je tenais vraiment beaucoup à évoquer ce sujet de la violence, des violences sexuelles, des violences intrafamiliales qu'il pouvait y avoir dans le couple hétéro, parce que pour moi, ça faisait partie de toute cette image du père fantastique qu'il y aurait en 2024 et qu'on voulait au moins tempérer, sinon casser. Ce qui était très intéressant dans ces ateliers et que j'ai retrouvé depuis dans le livre de Mathieu Palin qui est consacré à ça, à la violence des hommes, c'est qu'on voit que le sujet de l'éducation des enfants, le sujet des banales parfois disputes domestiques peut déboucher sur la violence de la part des hommes. Quand on voyait ces hommes parler de ça, comment ils pouvaient partir de quelque chose qui paraissait peut-être insignifiant, mais comment ça développait chez eux de la violence, on sentait bien, je trouve que tout ce qu'il y avait à changer, tout ce sur quoi il y avait à travailler dans ce domaine-là. Du coup, je rebondis sur la Suède, parce que là, pareil, il y a une sensibilisation aux violences conjugales, il y a ce rôle du père qui est mis en avant. Est-ce que vous avez trouvé un modèle qui vous a vraiment inspiré et vous êtes revenu en vous disant, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est exactement la même chose qu'il faudrait faire, ou est-ce qu'il faut tempérer aussi cet idéal suédois? Alors, on n'a pas exactement la même vision des choses. Guillaume est un tout petit peu plus pessimiste que moi. Moi, j'ai trouvé vraiment que ça relevait un peu du modèle et du futur et qu'on avait la page à écrire en France pour les 20 ans qui viennent. Parce que je pense qu'il y a un énorme fossé quand même entre eux et nous. Par exemple, cette affaire de congé paternel où les hommes peuvent assez facilement avoir un congé de 4, 5 ou 6 mois, dont 2 ou 3 mois tout seul avec l'enfant, ce qui change absolument tout. Et quand vous réfléchissez à tout ce que ça induit et que vous revenez en France et que là, vous avez des mecs qui, au maximum, prennent 25 jours, mais parfois en prennent que 12, vous vous dites, là, le fossé est énorme. Ensuite, ça ne veut pas dire que c'est un paradis où tout est réglé, loin de là. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'ils ont 20 ou 30 ans d'avance sur nous. Mais je dirais pas grand-chose de différent. J'ai l'impression que c'est un pays qui est bien en avance, mais ce qui m'a paru quand même assez symptomatique, c'est que quand on a interrogé la ministre de l'égalité homme-femme pour lui demander si elle allait célébrer en 2024 les 50 ans de ce congé parental qui fait figure de modèle dans plein d'autres pays dans le monde, elle a dit pas vraiment, parce qu'on n'en est pas encore à l'égalité, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et on sent que dans le pays, à la fois on est fier d'être en avance par rapport à d'autres, et en même temps, quand le pays compare la situation des femmes et des hommes, il se dit encore, il y a encore du chemin et il y a encore des choses à faire, et donc il faut travailler et continuer à se retrousser les manches. Malgré tout ce qu'ils ont fait, c'est pas gagné, quoi. Ouais. Dans tout ce que vous avez vu, entendu, noté, selon vous, c'est quoi la première chose à éliminer dans ce qui nous reste du patriarcat, ce qui vous a été transmis du patriarcat par vos familles? C'est quoi la première chose sur laquelle il faut agir en tant qu'homme? Moi, je pense que c'est dans plein de familles, ça reste au plus profond de nous-mêmes. C'est ce modèle-là qui fait que on va avoir une éducation qui est genrée, qui est différenciée, que on va dire sans cesse aux petites filles qu'elles sont mignonnes et aux petits garçons qui sont forts. On va pousser les unes vers les poupées et les autres vers les jeux physiques et les jouets de guerre. Enfin voilà. Et ça reste, c'est prégnant. On le voit sur la manière dont toute la société s'adresse à nos enfants, même s'il y a des progrès, on voit que ça reste ce truc d'appeler les petites filles les princesses, des choses comme ça structure, c'est très profond, et je pense que ça, c'est un travail de long terme, mais c'est quelque chose qui, voilà, dès le plus jeune âge, l'influence que ça peut avoir sur les mentalités et les représentations, c'est énorme. Ma fille, qui n'est vraiment pas, je crois, éduquée par nous comme une petite princesse, adore sans surprise les petites princesses, les choses comme ça. C'est peut-être parce que c'est cool par certains aspects, parce que c'est joli et tout, mais ça questionne forcément un peu. Là, on vient d'assister, de voir le discours de victoire de Trump, dans lequel toutes les femmes qu'il a citées sont belles, dit-il. C'est sa femme, la femme de son colistier, etc. Et tous les hommes qu'il cite sont forts et puissants. Et c'est d'une violence extraordinaire, quoi. C'est vraiment... C'est des choses évidemment qui laissent des traces. Moi, je pense qu'il y avait un truc à essayer de changer, c'est de se retirer l'idée qu'un petit garçon, il faut l'élever sans l'ouvrir à ses sentiments, à ses failles, à ses fragilités, à sa sensibilité. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti très fortement, ce côté élevé comme un parpaing. T'es fort, toi tu bouges pas, et je pense que c'est vraiment une énorme connerie à plein de titres, mais surtout pour le petit garçon, parce que c'est pas lui faire un cadeau que de l'élever comme ça. Par ailleurs, j'aime très fort mes parents et je les remercie pour tout l'amour qu'ils m'ont donné,
parler, mais on peut faire des erreurs par amour et puis on peut surtout répéter des choses du passé et moi-même aussi. Mais ça c'est un truc costaud et je pense que c'est un peu à l'origine de pas mal de soucis pour les hommes. Je pense que c'est vraiment à la base du truc plus qu'un symptôme ou une conséquence du patriarcat. Au-delà d'en mettre plein la figure à nos parents, ils n'avaient pas d'autres recettes. Est-ce que, en fait, à vous lire, j'ai eu l'impression que pas mal de pères, notamment vous, étaient prêts, mais que la société, pas vraiment. Qu'est-ce qui aide aujourd'hui les pères à prendre cette nouvelle place et à oser s'affirmer dans ces rôles-là? Pas grand-chose, après, moi, je te suis volontiers, mais qu'est-ce que la société, si ce n'est l'ensemble de ces pères, de ces hommes, qui par ailleurs font pas grand-chose non plus pour que ça bouge. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de manifs d'hommes pour dire arrêtons de violenter les femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes pour aller regarder, introspecter quelle brutalité il a en lui. Sans avoir violé une femme, quand est-ce qu'il a été trop loin, etc. etc. Donc la société, oui, moi je te suis volontiers, mais la société, c'est nous, quoi. Et bon, côté homme, il se passe pas des tonnes, des caisses de trucs. Hein. On voit en marche quelques nouveaux modèles se développer. Je pense que dans des discussions, dans certains milieux d'hommes, il y a de pères, de jeunes pères, il y a des choses qui bougent un petit peu, mais c'est pas encore un mouvement de masse. Si on s'extrait de la question des pères juste pour parler des hommes et on regarde 3 mois de procès Mazan, enfin 2 mois, on voit qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements. On voit je ne sais combien de témoignages de femmes qui, à juste titre, disent qu'elles sont bouleversées dans leur chair par ce procès parce que elles sentent que ça, comme jamais, à quel point ça peut exercer une menace sur elles. Il y a quand même énormément d'indifférence. On n'a pas vraiment entendu les hommes. Non, pas beaucoup, très peu. Justement, tu parlais de Trump. Est-ce que vous, dans vos recherches et dans la promotion de cette BD, vous avez eu des commentaires ou des critiques masculinistes? Parce que apparemment, ça existe en France aussi. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Est-ce que vous identifiez ces mouvements? Est-ce qu'ils sont en pleine recrudescence ou est-ce que ça vous paraît un petit peu surévalué de parler de mouvements masculinistes? Non, moi, j'ai pas l'impression du tout qu'on les voit. En plus, pour le coup, nous, on s'est intéressé aux nouveaux pères, donc qui ont quand même à minima, au moins, une réflexion un peu à minima là-dessus. On s'est pas intéressé à ceux qui sont des pères à l'ancienne, qui de toute façon pensent que le père, c'est l'autorité, qui ramène le fric à la maison avec une mère au foyer, qui fait tout le reste. Donc, et puis, bon, ils nous asticotent un peu sur les réseaux sociaux, mais sans plus. Et puis, moi, ça m'intéresse pas du tout de les éduquer, donc je rentre pas vraiment en contact. J'ai l'impression qu'on a rencontré surtout des gens gentils, plutôt éveillés et qui réfléchissent plutôt. C'est vrai que dans les rencontres qu'on a faites, on s'est plutôt concentré sur une partie du spectre. Après, dans les retours qu'on a, moi, je trouve quand même, parce que je suis un peu un psychopathe, je passe mon temps à lire tout ce qui se dit autour du thème sur lequel on travaille. Dans les retours qu'on a, il y a quand même eu pas mal notamment de mouvements de pères séparés qui sont venus commenter la BD pour dire que, en gros, tout ça c'était la faute des femmes, qu'elles accaparaient les enfants et qu'il n'y avait jamais de place pour les pères pour se comporter en père, quoi. Et puis c'est intéressant, je trouve, de voir les réactions très genrées autour de la BD, c'est-à-dire que les femmes globalement réagissent à la BD en disant que ça fait écho à leur vie, à leurs problèmes, et elles sont enthousiastes et on les remercie. Il y a beaucoup d'hommes qui spontanément sont heurtés par le titre L'arnaque des nouveaux pères, qui se sentent obligés de se positionner en disant que ils sont une arnaque ou pas et qu'autour d'eux il y a des arnaques ou pas mais eux n'en sont pas, qui trouvent que c'est une attaque un peu gratuite, qui trouvent que on fait du tort à une cause des hommes qui existerait et dont on devrait forcément faire partie puisqu'on est des hommes, et je trouve ça assez intéressant, quoi. C'est peut-être aussi qu'on a un peu touché juste, mais en tout cas, de suite, ça heurte et ça provoque quelque chose d'épidermique chez beaucoup de mecs qui ont réagi, je trouve, autour de la BD. Alors les femmes, justement, est-ce qu'elles ont aussi une part de choses à changer, de biais à faire évoluer? Il n'y a pas que les hommes qui devraient faire leur mea culpa, on porte aussi une part de responsabilité de tout ce qu'on porte de ce patriarcat. C'est quoi les premières choses sur lesquelles vous sentez que le bas blesse à ce niveau-là, chez les femmes? Nous, c'est une problématique qu'on voulait aborder et sur laquelle on se sentait vraiment pas à l'aise parce que les questions qu'on pose dans ces projets-là, ça vise pas à venir donner des leçons aux femmes. Donc, on était mal à l'aise. Mais il se trouve que quand on a parlé du sujet de la BD pendant tout le travail de rédaction, on avait plein de femmes qui nous disaient, mais quand même, faut que vous disiez que c'est la faute des femmes. Elles lâchent jamais le morceau, elles lâchent jamais du lest. Et bon, je comprends que les mecs ils soient emmerdés et qu'ils fassent
passe rien parce que les femmes veulent tout accaparer. Donc on était un peu merdeux et donc on a été lire un peu ce que disaient justement les autrices féministes là-dessus, notamment Tissou Lecoq qui a signé la préface de la BD. Et ce qu'elles disent, qui me paraît vraiment intéressant, c'est que tout ça peut s'expliquer. Si les femmes, si les mères veulent accaparer un certain nombre de choses dans les couples hétéros, c'est parce qu'on leur demande tout le temps d'être dans la gestion de ce couple hétéro, dans la gestion du foyer, et que si ça se passe mal, elles en sont les premières responsables, les premières culpabilisées. Et donc, mécaniquement, elles vont vouloir un peu plus que les pères que les choses soient bien faites, et peut-être plus encore si elles ont à côté d'elles des pères qui, globalement, sont pas à la hauteur, se comportent comme on le documente dans la BD avec une planche qui a pas mal fait réagir, comme des pères brouillons, comme des pères autruches qui, en gros, voient l'accumulation de tâches à faire, mais font semblant de ne pas l'avoir ou les exécutent mal. Donc, il y a des mécanismes qui expliquent tout ça, je pense. Les femmes, ok. Et vous, alors dans votre vie perso, est-ce que cette enquête a changé quelque chose ? Vie pro, perso, familiale, est-ce que vous avez pris les devants ? Est-ce qu'il y a eu des mesures radicales ou des changements insidieux au fil de l'enquête ? Oui, heureusement que ça a une incidence sur nos vies perso. C'est fait un peu pour ça. Moi, j'ai une amie qui m'a écrit j'ai lu ta BD, je vois que ta psychothérapie s'est bien passée et que cette BD a servi à ça, quoi. Donc, heureusement, après, j'ai pas. Il y a rien de spectaculaire. Il y a des choses, moi, où on s'est partagé les choses vraiment un d'un côté, un de l'autre. Par exemple, le nombre d'histoires qu'on lit à notre fils le soir. Maintenant, c'est 3 et 3, comme ça, au moins, c'est clair. Et il y a plus ce truc de ça déborde et c'est la mère qui en lit plus. Donc il y a des choses comme ça, je gère des choses que je gérais pas avant, et puis je pense à un ressort psychologique, j'ai tout de suite un petit diable qui s'enclenche dès que je sens que je me repose plus sur l'autre qu'il ne le faudrait et que je suis en train de profiter de ma position dominante, patriarcale dominante pour rien foutre, quoi. C'est plus une alerte en permanence. Oui, alors ça n'est pas que une alerte. J'essaye d'être juste pour pas une vigilance. Me raconter un truc plus beau que ça ne l'est, mais ouais, une vigilance. Est-ce que déjà le fait d'en parler, de montrer que ce sujet t'intéresse, que tu t'y sens sensible, est-ce que ça n'a pas déjà soulagé vos conjointes ? Rien que ça, cette reconnaissance de oui, c'est vrai que tu subis ça. Parce qu'il n'y a pas tant d'hommes qui comprennent tout ça. Hein. Moi, il se trouve que je vis avec une femme qui est extrêmement engagée sur ces questions et donc elle passe son temps à me dire c'est bien, mais en fait c'est normal que vous en soyez là. Moi, je vis avec une femme qui est extrêmement pas engagée sur ces questions, donc c'est différent. Faire la BD, ça bouge des choses et je pense que, comme le dit Stéphane, c'est un peu une espèce aussi de psychothérapie qui nous a accompagnés pendant ces 2-3 ans sur laquelle on a travaillé. Je pense que ça nous a bougé. Moi, ça m'a bougé aussi sur mon rapport à ma fille, au-delà des tâches ménagères, la charge mentale, etc. Je me suis dit, en allant en Suède, justement, qu'une autre société était possible du point de vue du rapport entre le travail et le temps domestique. C'est-à-dire que là-bas, à 17h, si on est encore au travail, les gens vous regardent mal parce que ils ont l'impression que vous avez mal travaillé, vous devriez être ailleurs, vous devriez être avec des amis ou avec votre famille. Cette norme-là est extrêmement forte là-bas et peut-être que c'est pas non plus complètement idéal parce que après tout, je sais pas si on a envie de travailler, peut-être qu'on peut travailler plus longtemps, mais cette norme-là est très forte et elle permet des choses. En France, on travaille beaucoup et moi je me suis dit j'aimerais bien un peu passer plus de temps avec ma fille, essayer de passer du temps utile, de qualité. C'est pas toujours facile, mais je le fais un peu plus qu'il y a 3 ans. En fait, le truc, moi, très fort que j'ai découvert en faisant cette BD au début, c'est que en fait, les tâches, elles étaient partagées entre hommes et femmes en fonction de est-ce que la tâche qu'on fait est valorisée socialement ou par le gamin ou pas. Et ça, moi, je l'avais pas en tête. Et donc là, c'est vrai que immédiatement, j'ai une alerte sur le côté. Là, je suis en train de faire un truc parce que c'est cool, d'une façon ou d'une autre, c'est valorisé par la société ou par le gamin dont je m'occupe, et je ne fais pas un truc parce que c'est pas cool. Et c'est vrai que ça change quand même un tout petit peu la donne de l'avoir en tête, et si la BD a servi au moins à ça, je pense qu'on aura remporté une petite victoire, quoi. Est-ce que tu peux donner un exemple de truc cool et pas cool ? Oui, le truc cool, c'est préparer la bouffe, faire la bouffe, voilà. Ça dépend pour qui. Surtout les repas de fête, quoi. Pas chez moi. Non, mais même les repas de tous les jours. Je veux dire, quand vous avez des gamins qui attendent, que vous leur faites un gratin dauphinois, que tout le monde est content de le bouffer, voilà, c'est cool. Et par contre, préparer les fringues la veille,
Moi, c'est le cas pour ma deuxième fille qui pète un plomb le matin dès qu'elle trouve pas une chaussette, etc. De préparer ça, c'est valorisé par personne. T'as clairement pas envie de faire ça le soir, personne n'a envie de le faire. Ou prendre un rendez-vous Doctolib pour le pédiatre. C'est chiant, penser au vaccin, tous les trucs comme ça, c'est horriblement chiant. Et c'est des trucs que moi, je fais très peu. Ou même bêtement faire les lessives, quoi. Je veux dire, faire les lessives, ranger le lave-vaisselle, ça n'apporte aucun intérêt, sauf si on est un freak du rangement, et ça arrive aussi à des gens, mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt du point de vue de la relation avec l'enfant, du point de vue de son développement personnel, mais c'est des choses qui sont indispensables. C'est souvent des tâches qui restent entre les mains des mères parce que les pères préfèrent, eux, faire autre chose. Et dans la BD, on raconte l'exemple d'un copain à moi qui ils se sont rendus compte dans leur couple qu'il partait le samedi matin au parc avec son fils et que pendant ce temps-là, et il disait à la mère, je te laisse, comme ça t'es tranquille pour faire ce que tu veux. Mais en fait, à chaque fois, elle se retrouvait à faire le ménage à la maison parce que sinon, il n'était pas fait. Donc, c'était quelque chose de symptomatique de cette différence-là, quoi. Un conseil peut-être pour les futurs papas qui nous écoutent et leurs futures épouses. Alors, on pourrait dire lisez la BD, mais ça serait trop facile. Non, il y a un conseil un peu plus qui revient souvent dans ce qu'on a lu, c'est en fait faire des listes. Alors, ça paraît très très loin du romantisme du couple tel qu'on le voit dans La La Land ou ailleurs, mais en fait faire des listes de ce que chacun fait dans un couple hétérosexuel, de ce à quoi chacun pense, méthodiquement, jour par jour, heure par heure, sur une semaine, ça permet de documenter la différence entre l'un et l'autre. Et on a eu un couple qui est venu à une rencontre qui avait l'air pourtant assez engagé sur ces questions. Ils nous ont dit qu'ils ont fait l'exercice de la liste. En 3 jours, ça avait l'air d'avoir tout changé parce que le mec, qui pourtant pensait vraiment bien faire, s'est rendu compte que sa nana en faisait beaucoup plus. Et il y a des applis pour faire ça. Enfin voilà, on peut faire cet exercice. Ça permet de faire un état des lieux. Ça ouvre bien la discussion, je pense. Moi, le petit conseil que je donnerais à un mec qui va devenir père, c'est moi, je regrette tellement d'avoir ma priorité pendant des années avec les gamins, c'était de passer le moins de temps possible quand je changeais une couche. Je me pinçais le nez et le but, c'était d'aller le plus vite possible et de mettre fin à ce moment-là. Et en fait, c'est complètement teubé parce que ça peut être un moment très marrant. Du caca, on se lave les mains après, c'est vraiment pas grave. L'odeur, on s'en remet. Et en fait, on peut jouer avec son gamin, on peut échanger avec son gamin, on peut avoir une relation avec son gamin à ce moment-là. Et même si c'est le moment qui peut nous paraître le plus emmerdant, c'est le cas de le dire, quoi. Et donc, il faut, voilà, si je pouvais revenir en arrière et déjà commencer sur un micro-truc, ce serait de changer ça. Ne faites pas ça, les mecs. C'est vrai qu'on dit souvent aux femmes, profites-en, ça passe vite, mais... Ça vaut aussi pour les pères, parce que oui, ça passe très vite. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre, L'arnaque des nouveaux pères, publié chez Glénat, de Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin. Donc c'est déjà en librairie. Avec Antoine Grimet, votre dessinateur. Avec Antoine Grimet, votre dessinateur qui a eu bien du pain sur la planche. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.